Srebrenica est donc tombé aux mains des Serbes cet après-midi. Le porte-parole de l'ONU à Sarajevo l'a confirmé. Les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de cette enclave musulmane classée zone de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Javier Solana, vient de le confirmer dans un communiqué que les opérations aériennes de l'OTAN contre des cibles en République fédérale de Yougoslavie ont bien commencé. Sur l'aggravation inquiétante de la situation en Bosnie, alors que le Conseil de l'OTAN, réuni aujourd'hui à Bruxelles, s'est borné à condamner fermement la prise de l'enclave musulmane de Srebrenica par les milices serbes bosniaques. Radovan Karadzic, leur chef, a exclu tout retrait de ses forces. Au contraire, les Serbes semblent préparer une nouvelle épuration ethnique. Le Premier ministre serbe annonce l'arrestation de plusieurs membres de la milice, reconnus grâce au film. Un tournant dans la recherche par les Serbes eux-mêmes des criminels de guerre. Il est clair que l'arrestation de Mladic aujourd'hui donne le signal clair et fort qu'il n'y a plus de place pour l'impunité et que tôt ou tard, ceux poursuivis pour des crimes de guerre, pour le génocide, pour les crimes contre l'humanité, doivent faire face à la justice. Dans certains endroits, ces attaques ont relevé d'une opération de génocide. Ce jour-là, précisément, Mladic a commencé à pleinement participer à une entreprise qui était déjà en cours. La guerre de Yougoslavie, aussi appelée guerre des Balkans, est une série de conflits très violents qui ont ébranlé la Yougoslavie. La Yougoslavie est un État fédéral, dont les frontières internes ne respectent pas les découpages ethniques, ce qui créeront beaucoup de problèmes par la suite. Donc, la Yougoslavie est créée en 1918, après la Première Guerre mondiale. C'est l'union de plusieurs territoires, avec le royaume de Serbie, celui du Monténégro, la Voïvodine, la Croatie, le territoire Bosnie-Herzégovine et la Slovène. Donc, cette union est vécue comme une annexion. En effet, la Croatie a un sentiment national. À une époque lointaine, un État croate existait. Un sentiment d'indépendance est donc fort. De plus, un sentiment de méfiance envers la Serbie est aussi présent. En 1929, un mouvement séparatiste croate, l'Ustaša, faisait des attentats contre le territoire serbe, ce qui montre cette méfiance contre la Serbie. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie est envahie par l'Allemagne. Et la Croatie s'allie aux Allemands et forme un État indépendant de Croatie, dirigé par les Ustashi. L'Axe et ses alliés se partagent les Balkans. L'Allemagne nazie intègre la Slovénie au Reich et fait de la Serbie un État fantoche. L'Italie, qui a annexé l'Albanie, s'empare du Kosovo et du Monténégro. La Macédoine, elle, est rattachée en partie à la Bulgarie. Enfin, Hitler crée une grande Croatie et met à sa tête Ante Pavelić, le leader des Ustashi. Une résistance se crée, organisée autour du Parti communiste, dirigé par Josip Broz, aussi appelé Tito. Le pays est libéré par la mer Rouge, par la prise de Belgrade. Les partisans de la résistance abolissent la monarchie et mettent en place une démocratie libérale gouvernée par Tito. Quelles sont les causes de cette guerre ? Tout d'abord, il y a la mort de Tito en 1980. Les tensions se créent et la montée du nationalisme ébranche les républiques fédérées. Il y a aussi une volonté de s'émanciper politiquement, mais aussi de la redistribution redistributive, c'est-à-dire que les républiques les plus riches doivent financer le développement des républiques les plus pauvres. Il y a aussi une volonté de la Serbie de redonner la prééminence à la Serbie, car à ce moment-là, Tito, qui était un croate, a fait une Serbie faible afin de créer une Yougoslavie forte. Il y a donc un souhait de redevenir puissant, mais aussi un souhait de réunir tous les Serbes sous une seule république, car les frontières, comme je l'ai expliqué avant, ne sont pas tracées en fonction des ethnicités. Mais pour cela, il faut annexer une partie de la Croatie et de la Bosnie. En 1987, Slobodan Milošević est au pouvoir. C'est un ultranationaliste qui donne plus de pouvoir à la Serbie au non-profit de l'Albanie et du Kosovo qui perdent leur indépendance. Donc, que s'est-il passé ? Tout d'abord, l'indépendance de la Slovénie crée une guerre qu'on appelle la guerre des 10 jours, du 26 juin 1991 au 7 juillet 1991. Donc, après la sécession de la Slovène, le 25 juin
L'armée de Yougoslavie ordonne de sécuriser les passages frontaliers de la Slovène, mais l'armée de défense de Slovène bloque les routes et les casernes, ce qui crée des affrontements armés. Après plusieurs blessés et une dizaine de morts, un moratoire sur la sécession est décidé entre la Slovénie et la Croatie. L'armée fédérale se retire de la Slovénie le 26 octobre 1991. Ensuite, il y a la guerre de Croatie. Donc, un référendum est organisé par la Slovénie, la Croatie et la Macédoine pour leur indépendance. Alors, dans le cas de la Slovénie et de la Macédoine, il n'y a pas vraiment de problème. Cependant, pour le cas de la Croatie, le gouvernement de Belgrade intervient. En effet, 12% de la population sont serbes, donc il y a le début de la guerre entre la Serbie et la Croatie. En 1991, la Serbie occupe un tiers du territoire croate. La prise de Vukovar le 18 novembre est un exemple de siège et de violence de cette guerre. Sur antenne de l'image du jour, c'est celle d'une ville dévastée par la guerre. Vukovar, qui incarnait le symbole de la résistance croate, n'est plus qu'un champ de ruines. L'exode s'organise sous la haute protection de la Croix-Rouge. Nous ferons un point complet en ouverture du journal. Les Serbes font une politique de purification ethnique. Ils expulsent les populations non serbes en faisant des massacres ou en les internant dans des camps de concentration. En juin 1992, l'ONU fait un cessez-le-feu, mais la Serbie contrôle une partie du territoire croate. Ensuite, il y a la guerre de Bosnie. Le 1er mars 1992, la Bosnie déclare son indépendance. La Bosnie est un territoire où il y a beaucoup d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations de différentes ethnies, de différentes religions. La Serbie et la Croatie convoitent le territoire bosnien. En 1992, un nettoyage ethnique fait par la Serbie contre la population musulmane, la population musulmane sont envoyée dans des camps de concentration. Un tiers du territoire bosnien est occupé par la Serbie. La guerre de Bosnie est l'un des conflits les plus violents sur le sol européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les exemples que je vais vous donner bientôt se montrent parfaitement cette violence. Tout d'abord, il y a le siège de Sarajevo, qui dure 4 ans, du 5 avril 1992 au 29 février 1996. Ce siège fait 10 000 morts, dont 1500 enfants, à cause des blocus en eau, en nourriture, en médicaments et plein d'autres choses. De plus, la ville est beaucoup bombardée. C'est l'un des sièges les plus longs de l'histoire moderne et montre parfaitement les violences du conflit. Ensuite, il y a le massacre de Srebrenica, qui se déroule le 11 juillet 1995. 8373 musulmans bosniens sont assassinés et 30 000 autres sont déplacés de force. C'est le dernier génocide commis en Europe. Un drame dont il faut maintenant gérer les conséquences, à commencer par les 20 000 réfugiés qui se sont massés dans ce petit village de Potocari, autour de la base des casques bleus hollandais. Les Serbes ont pris le contrôle de leur évacuation cet après-midi. Ils ont séparé les hommes, des femmes et des enfants et les ont fait monter dans des autobus. De plus, il y a beaucoup d'échecs pour régler ce conflit de la part de l'Union européenne et de l'ONU, ce qui fait qu'en 1994, un traité de paix est signé entre la Bosnie et la Croatie grâce aux États-Unis. En 1995, un accord est signé. Il est signé à Paris, mais s'appelle l'accord de Dayton. Donc, il est signé le 14 décembre et proclame la fin de la guerre et la création de la Bosnie-Herzégovine. L'OTAN intervient afin d'appliquer l'accord de paix. La Croatie profite de la faiblesse de la Serbie afin de reprendre son offensive et reprendre son territoire, qui était occupé à ce moment-là. Donc, avec cela, plus de 100 000 à 200 000 Serbes sont contraints de fuir et rejoignent la Bosnie ou la Serbie. Ensuite, il y a la guerre du Kosovo. Donc, le Kosovo est considéré comme le berceau par la Serbie. Les Albanais présents sont donc considérés comme étrangers. Cependant, pour les Albanais, ils étaient présents sur le territoire avant les Ottomans. Donc, en 1998, c'est le début de la guerre, parce que l'oppression serbe est très forte. Au départ, les Albanais défendent leur culture pacifiquement. Cependant, il y a une résistance clandestine qui voit le jour et qui décide de prendre leur indépendance et de défendre leur culture avec la violence. C'est une armée de libération du Kosovo et elle se bat contre l'armée de Yougoslavie. Donc l'ONU propose des résolutions comme des embargos, des dialogues afin de arrêter ce conflit. Cependant,
Ça ne va pas plus loin étant donné que la Russie met son droit de veto lorsque l'ONU veut aller plus loin. Donc, le massacre de Radjak le 15 février 1999, où des soldats serbes sont arrivés dans la ville de Radjak, ont fouillé les maisons pour chercher qui se cachait et ont abattu la population, dont 45 morts, est l'une des raisons pour laquelle l'OTAN intervient pour bombarder la Serbie. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Javier Solana, vient de le confirmer dans un communiqué que les opérations aériennes de l'OTAN contre des cibles en République fédérale de Yougoslavie ont bien commencé. Quelques 400 avions ont été réunis. À noter que ce massacre est très controversé. Certains disent qu'il n'y a pas de massacre, d'autres disent que les civils qui n'étaient pas armés, au final, ils étaient armés. Du coup, le 23 mars au 10 juin 1992, l'OTAN décide de bombarder la Serbie. Pour répondre au bombardement, Milosevic oblige 900 000 Albanais à s'exiler. En juin, le Kosovo passe sous l'administration internationale après que les troupes serbes quittent le territoire à cause du renforcement des bombardements de la part de l'OTAN. Donc, quelles sont les conséquences de la guerre de Yougoslavie ? Tout d'abord, la fin de la Yougoslavie en 2003, la création de la Serbie-Monténégro qui devient indépendante en 2006 et suivie du Kosovo qui prend son indépendance en 2008. Ces guerres font plus de 220 000 morts et plus de 750 000 réfugiés. De nombreux crimes de guerre sont faits durant ces guerres, tels que des nettoyages ethniques, des violations des droits internationaux, des expulsions et un génocide. De plus, cette guerre montre la faillite du nouvel ordre international, un nouvel ordre qui était en capacité d'assurer la paix dans le respect des droits de l'homme sous la responsabilité de l'ONU et de la justice internationale. Ce n'est qu'à partir d'août 1992 que l'opinion publique internationale prend pleinement conscience de l'ampleur des atrocités commises en ex-Yougoslavie, notamment à travers des révélations diffusées dans la presse américaine. Effectivement, 96 numéros du journal Times et 67 numéros du journal Newsweek ont été consacrés à l'ex-Yougoslavie depuis les années 60 et la majorité date des années 90. Face à l'importance des crimes et à l'impunité des responsables, la communauté internationale décide d'agir. En effet, en 1993, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire le TPIY, est créé par l'ONU le 25 mai à La Haye, aux Pays-Bas, afin de juger ceux qui ont ordonné et commis ces massacres depuis 1991. Effectivement, le tribunal n'est pas habilité à juger avant cette année ni après 2001. Mais alors, pourquoi ? Premièrement, pour éviter les controverses qui pouvaient être liées au régime de Tito. Ensuite, le tribunal a été conçu pour juger les crimes de masse et 1991 correspond au début des conflits armés dans la région. Et enfin, 2001 est l'année qui marque la fin des conflits armés en ex-Yougoslavie. Le tribunal est mis en place suite à l'adoption unanime de la résolution 827 au Conseil de sécurité. Cette dernière définit les compétences précises du tribunal. Il est compétent pour juger les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, telles que l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, ou encore la prise de civils en otage. Il est également en capacité de juger les violations des lois et coutumes de guerre, les crimes contre l'humanité, ainsi que les génocides. Ensuite, contrairement à de nombreux autres tribunaux comme les tribunaux de Nuremberg ou bien de Tokyo, le TPY ne juge que des personnes physiques et non des États, des partis politiques ou des unités militaires. Cette approche marque une rupture avec les tribunaux qui ont précédé, qui jugeaient aussi des organisations. Effectivement, comme l'indique la résolution 827, je cite, « Le tribunal est habilité à juger des personnes physiques et non des organisations, des partis politiques, des unités militaires, des entités administratives ou toute autre personne morale. » Ce principe souligne la fin de l'impunité pour les responsables de crimes de guerre. De plus, lors de ces instances de jugement, la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale
et n'est pas un motif de diminution de la peine. Mais alors, comment fonctionnait ce tribunal pour répondre à sa mission? Il s'appuyait sur 3 organes principaux. Premièrement, les chambres, composées de juges indépendants issus de différentes nationalités. Ces derniers étaient élus pour un mandat de 4 ans, renouvelable, par l'Assemblée générale des Nations unies à partir d'une liste proposée par le Conseil de sécurité. Chaque État, membre ou observateur auprès de l'ONU, pouvait présenter jusqu'à 2 candidats. Le Conseil établissait par la suite une liste en veillant à respecter un équilibre par rapport aux différents systèmes juridiques mondiaux. Les chambres du TPY ont permis de documenter les crimes, rendre justice aux victimes et établir une jurisprudence. Ensuite, il y avait le bureau du procureur, chargé des enquêtes et des poursuites. Le procureur agissait en toute indépendance, sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure. Et enfin, le greffe, chargé du soutien administratif, logistique et juridique. Mais maintenant, nous allons voir comment devaient se dérouler les procès au tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie. Dans un premier temps, il y avait une enquête préliminaire, comme pour toutes les affaires amenées au tribunal actuellement. L'objectif principal était de récolter des preuves, des témoignages, des expertises, etc. Par exemple, suite au massacre de Srebrenica, il y a eu une exhumation des fosses communes au cours de laquelle 6000 corps ont été identifiés. Le niveau de preuve requis était celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Cela pouvait être très complexe, étant donné que certaines preuves ont été cachées, voire supprimées, pour éviter les représailles. La charge de la preuve pesait sur l'accusation. Le but du procureur était de prouver la culpabilité de l'accusé. Lorsque le procureur, que l'on a déjà évoqué il y a quelques minutes, considérait que les preuves recueillies étaient suffisantes pour engager des poursuites, c'est-à-dire qu'il existait des éléments de preuve crédibles permettant de présumer raisonnablement qu'un suspect a commis un crime relevant de la compétence du tribunal, eh bien il rédigeait un acte d'accusation. Ce document était par la suite soumis à un juge pour validation. Le juge examinait alors l'acte d'accusation. S'il estimait que les preuves justifiaient une poursuite, il le confirmait et pouvait délivrer un mandat d'arrêt. Dans le cas contraire, l'acte était renvoyé au procureur pour complément d'enquête. Dans certaines situations exceptionnelles, un juge ou une chambre de première instance pouvait décider de ne pas rendre public l'acte d'accusation jusqu'à sa notification officielle à l'accusé, notamment pour éviter toute fuite ou entrave à l'enquête. Ensuite, les chambres de première instance prononçaient les peines d'emprisonnement, en audience publique, à la majorité des juges. Les peines étaient établies en fonction de la gravité des crimes et de la situation personnelle de l'accusé. Les peines étaient purgées dans des États désignés par le tribunal, parmi ceux ayant accepté d'accueillir les condamnés. Par exemple, la France a accepté d'accueillir des condamnés, même si aucun cas d'entre eux n'est vraiment connu. Maintenant que nous avons vu comment le TPY a été conçu pour juger les crimes les plus graves, nous pouvons nous demander dans quelle mesure ce cadre juridique, aussi complexe soit-il, a-t-il pu répondre aux attentes des victimes et de la communauté internationale? Les réponses à cette question révèlent des tensions qui dépassent largement le cadre technique du tribunal. Le TPY doit agir dans une double logique. D'une part, il doit servir à rétablir la paix par une réconciliation des populations d'ex-Yougoslavie. D'autre part, il doit servir à la construction d'outils juridiques du droit international. Cependant, cela amène à relever de nombreux défis, puisque si justice et paix sont nécessairement liés, comme le disait Bill Clinton, il faut qu'il y ait la paix pour que la justice l'emporte, mais il faut que la justice soit lorsque la paix l'emporte, ces deux concepts entrent parfois en opposition. La construction de la justice pénale doit donc s'inscrire dans un processus de paix. Elle s'oppose à la vengeance qui peut nourrir de nouveaux risques de crimes de masse en mettant une distance entre les faits dans le passé et le jugement dans le présent, ainsi qu'entre le groupe ou la nation et l'individu jugé. En effet, faire le procès d'une personne permet d'inscrire les crimes dans l'histoire, de ne pas les nier sans pour autant condamner toute une nation en dressant les responsabilités. C'est en cela que travaille ce qu'appelle la politologue et peacebuilder Rami Mani la justice rectificative.
en traitant des violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, en jugeant des criminels. En ce sens, d'après la résolution 827, le Conseil de sécurité estime que la création d'un tribunal international et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du droit humanitaire international contribuent à faire cesser ces violations et à réparer effectivement les effets. Un exemple est la condamnation établie après l'analyse minutieuse de la chaîne de commandement, en remontant à partir des membres du peloton d'exécution pour arriver au général Ratko Mladic, un des principaux responsables bosno-serbes dans l'organisation et l'exécution de 800 000 musulmans à Srebrenica, le crime majeur en ex-Yougoslavie. Elle doit également servir au rétablissement de l'état de droit sur des territoires où a prévalu la violence, ce qui, d'après Rami Mani, est de l'ordre de la justice légale. Elle passe par la formation du personnel judiciaire non corrompu et par l'instauration d'une loi qui s'applique à tous, même au gouvernement. Ici, le TPY entrait en concurrence avec les juridictions nationales, notamment en Bosnie. Si avec le temps, le tribunal a délégué aux cours locales le jugement de criminels dits moins importants, elle garde le contrôle car elle a la possibilité de demander leur dessaisissement. Il se place également en modèle à la réforme en cours dans les cours locales. D'autre part, le TPY a pu connaître des difficultés avec les acteurs régionaux, comme dans le cas du jugement des crimes de l'UCK, qui a connu une grande controverse. Cela a conduit à la création d'un tribunal spécifique sur les crimes commis entre 1998 et 2000 par l'UCK et montre les limites du TPY. Un autre exemple est la coopération limitée des États qui a entravé son travail. Donc, par exemple la Serbie, la Croatie ou la Bosnie-Herzégovine, qui ont parfois tardé à livrer des suspects par nationalisme ou complicité, retardant ainsi la justice. La justice du TPY doit également être une justice de transition, en effectuant et en facilitant le passage d'une situation de guerre à une situation de paix. Le tribunal est un rouage dans la mise en place des démocraties, donc valeurs et principes de base de l'ONU, en se présentant comme modèle de justice pour la justice locale. En punissant les coupables, souvent dirigeants politiques, la justice pénale permet aux générations futures de vivre dans un environnement politique plus décent, dans lequel elles peuvent avoir confiance. Elle sert également l'histoire en établissant un compte-rendu documenté et fiable des événements, dans le but notamment de s'opposer aux récits nationalistes. Cela entre dans le processus de réconciliation, en rendant les faits cohérents et universels pour éviter de nouveaux conflits. Cependant, il peut subsister de la frustration de la part des victimes qui considèrent que les condamnations ne sont jamais assez dures, en soulevant une difficulté juridique par rapport au concept de proportionnalité des peines, d'ailleurs déjà évoqué par la philosophe Hannah Arendt lors du jugement des crimes nazis. La frustration peut également venir d'acquittements, par exemple celui d'Ante Gotovina, un an après avoir été condamné à 24 ans de prison en première instance pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce général croate, responsable de l'opération Storm de 1995, dont furent victimes des civils serbes, a été acquitté en 2012, créant une insatisfaction essentiellement de la part des populations serbes. D'autre part, le temps judiciaire idéal se constitue de décisions immédiates entre l'établissement des faits à l'arrestation des criminels. Autrement dit, il est celui du flagrant délit et de la corruption immédiate, puisque les faits n'ont pas le temps d'être falsifiés ou reconstruits. Cela explique la décision rapide de mettre en place le TPY. Néanmoins, dans les faits, les démonstrations et les enquêtes sont des processus plus ou moins longs selon leur exhaustivité. Or, d'autant plus dans le cas des crimes de masse, il ne peut pas y avoir d'immédiateté dans la vérité issue d'une démonstration à partir de preuves, car pour établir une justice la plus légitime possible, il est nécessaire de tout dire, de tout prouver par un travail immense. Donc exhumer le plus grand nombre de cadavres, identifier leur sexe, leur âge, leur ethnie, analyser le plus grand nombre de documents et de preuves de toute nature, etc. En ce sens, l'établissement des faits du TPY peut concurrencer la reconstruction personnelle, car les jugements interviennent parfois plus de 10 ans après les faits, comme dans le cas du procès de Popovic, qui a débuté en 2006 et s'est terminé en 2010, en le reconnaissant coupable notamment pour le génocide de Srebrenica en 1995. Ce temps judiciaire a été passé pour les victimes de ces crimes à attendre le jugement, la réparation en quelque sorte, et à construire autre chose en dehors de la guerre. Il peut également limiter l'impact symbolique de la justice pour les victimes, certaines décédant avant de connaître le verdict. Ainsi, le TPY ne peut pas agir seul dans la construction de la paix et de la réconciliation. Il travaille en parallèle avec des CVR, donc des commissions de vérité et de réconciliation sur le terrain,
dans ce qu'appelle Ramumani la justice distributive. Il s'agit ici de réparer les injustices dans les biens sociaux en tant qu'elles sont surtout des causes du conflit. Le but est d'illiciter les causes de la guerre et de prévenir les conflits à venir, car le sentiment d'injustice est souvent utilisé par les leaders politiques pour mobiliser et unifier des groupes. Or, dans le cas de rendre la justice, souvent, donc je cite Magali Besson, une philosophe, le bourreau d'aujourd'hui est ou se perçoit comme la victime d'hier. Cependant, mettre en place un système de justice distributive satisfaisant les revendications des plus défavorisés est un travail sur le long terme qui n'est pas de l'ordre du TPY. Comme l'explique Anne Guiguen, représentante adjointe de la France auprès de l'ONU, donc en 2017, il revient aux responsables politiques, aux membres des communautés les plus touchées, à la société civile, aux chefs religieux, aux parents et enseignants, aux représentants des victimes, de trouver la force et les moyens de reconstruire leur communauté sans céder aux tentations révisionnistes. Un autre enjeu majeur du tribunal est celui de la diffusion. En effet, tout procès a une dimension spectaculaire, qui est d'autant plus renforcée lors du jugement des crimes de guerre, en raison de leur échelle, de leur caractère moralement scandaleux, de l'absence de prescription et de la volonté explicitement symbolique et pédagogique. Par ailleurs, l'importance du témoin, qui a d'ailleurs augmenté lors de la seconde moitié du XXe siècle, s'impose à la fois dans une nécessité psychologique, avec une libération de la parole des survivants, ainsi que dans une nécessité juridique, afin d'établir les faits de la manière la plus précise possible, en l'absence de preuves matérielles. Cela a d'ailleurs pu être critiqué, car certains ont pu considérer que cette juxtaposition d'horreur pour frapper les esprits est une manière de persuader, en touchant nos sentiments, plutôt que de convaincre, d'une manière plus objective. Par la manière de diffuser, le TPY souhaite satisfaire deux objectifs difficilement compatibles. Il faut montrer que la justice est impartiale, tout en étendant son influence dans l'histoire du droit international et dans le processus de paix sur les territoires d'ex-Yougoslavie. C'est pourquoi le tribunal joue la carte du direct. Par un sentiment de transparence apporté par celle de la retransmission, le TPY souhaite montrer son objectivité et sa neutralité, caractère de la vérité, dans le fonctionnement du tribunal. Il veut être visible, se présentant sans trucage pour dévoiler un traitement égal de tous les accusés. L'objectif est ainsi d'éviter un révisionnisme et d'établir une confiance envers le tribunal internationalement. Néanmoins, le TPY a rencontré 3 problèmes majeurs qui ont eu pour conséquence des effets inverses à ce voulu. En effet, par cette retransmission en direct, le TPY s'adresse à un spectateur idéal, ayant un ordinateur, une connexion Internet ou encore du temps libre, ce qui n'est pas véritablement réalisable à une grande échelle ou pour une population étant ou sortant de temps de guerre. Par ailleurs, pour montrer que le tribunal est plus orienté vers l'opinion publique occidentale, il faut ajouter qu'avant 1999, les jugements n'étaient pas traduits en serbo-croate et que le premier communiqué de presse ne remonte qu'à 2000. De plus, en voulant se montrer transparente, sans intervention extérieure, les retransmissions ne contiennent pas d'explication, en admettant que les images parlent d'elles-mêmes, et en utilisant un vocabulaire neutre, propre au juge, ce qui cause une forte incompréhension de la part des spectateurs, pas nécessairement spécialistes. Enfin, si les juges font l'effort de se montrer les plus objectifs possible, les accusés ne sont pas soumis à cette contrainte. Cela a été par exemple le cas lors du procès de Slobodan Milosevic, ex-président serbe décédé avant son jugement, qui a usé du tribunal comme d'une tribune politique. Ainsi, afin de pallier ces difficultés, certaines initiatives à travers des relais pédagogiques ont été mises en place, afin de rendre plus accessibles et compréhensibles les procès. Nous pouvons citer l'Outreach Programme, qui assure la liaison entre le tribunal et les différents acteurs locaux, le IWPR, donc Institute for War and Peace Reporting, qui se centre sur les Balkans, mais qui a mis en place dès 1995 un programme spécial au TPY pour lui fournir une couverture médiatique systématique, ou encore en 1999 le SENS, donc South East News Service Europe, et le Tribunal Update, télévisé hebdomadaire. Le TPY a également dû relativiser son objectif de transparence en raison de la protection et de l'anonymat des témoins, ainsi que de l'efficacité et de la rapidité des enquêtes et des audiences. Cela a pu augmenter la méfiance envers le TPY, puisqu'il admet par ces mesures que la justice médiatisée est d'une justice de spectacle, sans s'avouer comme telle. Par ses réussites et ses erreurs,
Le TPY a ainsi permis de faire évoluer le droit international. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a créé de nombreux précédents juridiques qui serviront comme jurisprudence dans les jugements internationaux suivants. Le statut du TPIY constitue une avancée historique dans la reconnaissance des droits des victimes. Avec le TPIY, ce n'est que la première fois depuis Nuremberg et Tokyo que les violations graves du droit international humanitaire pendant un conflit armé ont été poursuivies et jugées. Dans certains endroits, ces attaques ont relevé d'une opération de génocide. De plus, l'accord conclu entre le TPIY et l'OIPC Interpol sur la traque des suspects pour la première fois est une grande avancée pour l'arrestation des criminels internationaux et crée un précédent historique qui pourrait être amené à se reproduire. On peut également noter que la notion de responsabilité pénale individuelle en tant que co-auteur est bien établie en droit international coutumier et est consacrée implicitement dans le statut du TPIY, ce qui devient jurisprudence par la suite. Généralement, en droit international comme dans les systèmes juridiques internes, nul ne peut être tenu pénalement responsable pour les actes dans lesquels il n'a pas été personnellement impliqué. Toutefois, ce n'est qu'avec le TPIY que la question de savoir si les actes commis par une personne peuvent engager la responsabilité pénale individuelle d'une autre personne, au cas où elles ont programmé toutes les deux de le commettre, a été posée. La réponse du tribunal est que les co-auteurs des actes jugés doivent être condamnés au même titre que les auteurs directs. Il a été déclaré coupable en tant que co-auteur de torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et au titre du chef 14, de complicité d'atteinte à la dignité des personnes, y compris le viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Le TPIY a développé une importante jurisprudence sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les actes de génocide. John Hawking, greffier du TPIY, disait « Le TPIY a apporté une contribution inestimable à la jurisprudence internationale, en créant notamment un précédent et mettant fin à l'impunité des chefs d'État. Les juges et fonctionnaires ont transmis une grande partie de leur expertise aux personnes qui œuvrent au développement d'autres institutions pénales internationales, Cour pénale internationale, le tribunal spécial pour le Liban et le tribunal spécial pour la Sierra Leone ont bénéficié de nos efforts. Le tribunal a également spécifié certains éléments fondamentaux constitutifs d'un génocide, notamment sur la définition de la cible de ces crimes, sur lesquels les jugements suivants se baseront. Il a étendu la définition et la sanction contre les auteurs de violences sexuelles. Le viol peut aussi équivaloir à une violation grave des conventions de Genève, une violation des lois de la guerre ou un acte de génocide si les éléments requis sont présents, et peut être poursuivi en conséquence, disait le procureur contre Anto Furuzia. Les juges ont établi également que la réduction en esclavage et les persécutions constituent des crimes contre l'humanité, et ont précisé des règles de procédure concernant notamment la protection des témoins et les plaidoyers de culpabilité. C'est également une des premières fois que la torture en temps de guerre est condamnée par un tribunal pénal international en tant que transgression des conventions de Genève. Quelques années après la création du TPIY, la CPI est créée et est très fortement inspirée du droit mis en place en ex-Yougoslavie sur les crimes jugés d'abord, génocide, crimes de guerre, crimes contre la paix, crimes contre l'humanité, les types de personnes jugées, qui sont des individus, et la coopération internationale pour les arrêter. On voit bien que la TPIY a donc eu une influence sur la justice mondiale. Les guerres de Yougoslavie ont durablement marqué la communauté internationale, ce qui a amené le droit à évoluer. La responsabilité de protéger, mise en place par Kofi Annan, est un symbole du traumatisme, de l'inutilité de l'ONU durant cette crise. Dans son rapport du millénaire de 2000, Kofi Annan, le secrétaire général, rappelle les échecs du Conseil de sécurité pour agir avec les décisions au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Si l'intervention humanitaire constitue en fait une attaque inacceptable sur la souveraineté, comment devons-nous réagir face à un nouveau Rwanda, à un nouveau Srebrenica ? Ce tribunal a représenté une avancée fondamentale dans l'histoire de la justice pénale internationale. Il a jeté les bases d'une jurisprudence durable en matière de lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves.
Thank you.